Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du gluten. Est-il mauvais, est-il bon? C'est ce que nous allons découvrir. Installe-toi confortablement car elle va durer un petit moment. Le gluten est principalement présent dans le blé, l'épeautre, l'orge, le seigle ou encore l'avoine. Leurs dérivés en contiennent également, farine, pâtes, biscuits, sans compter beaucoup d'aliments industriels qui en contiennent. Ce terme est couramment utilisé pour désigner les protéines appartenant à la même famille qui sont les prolamines et les gluténines. Le gluten présente des épitopes. Il s'agit de parties de la molécule qui ont un pouvoir antigénique, c'est-à-dire qu'elles peuvent être détectées par notre système immunitaire et déclencher une réaction de défense. C'est la fameuse maladie coéliaque. Le blé est polyploïde, c'est-à-dire que son matériel génétique peut s'additionner et se combiner à celui d'une autre plante. À titre de comparaison, le blé ancestral, c'est-à-dire le premier blé cultivé, comportait 14 chromosomes, tandis que le blé actuel que nous consommons aujourd'hui en comporte 42. On commence donc à comprendre que des croisements ont lieu depuis la naissance du blé et que d'autres modifications sont actuellement en cours. Au XXe siècle, la population était trop importante par rapport aux ressources alimentaires. Certains pays se sont alors retrouvés en famine. Borlaug, un agronome spécialisé en génétique, a alors tenté de mettre au point une variété de blé plus productive. En 1953 que le chercheur a alors appliqué la technique du rétrocroisement. L'objectif est de conserver le blé à haut rendement en lui ajoutant un nouveau gène pour qu'il devienne plus résistant aux maladies. C'est d'ailleurs pendant cette période que plus d'une cinquantaine de sous-variétés de blé ont été créées. Lorsque l'on commence à manger un aliment, on déclenche la mastication. La salive va alors humidifier les aliments et démarrer la digestion par l'action d'une enzyme appelée l'amylase salivaire. Cette dernière va découper les molécules d'amidon en morceaux plus petits. Les aliments passent ensuite dans l'œsophage et arrivent au niveau du sphincter œsophagien inférieur. Ce dernier ne s'ouvre que dans un sens, ce qui peut expliquer que certaines personnes peuvent souffrir de RGO, les reflux gastro-œsophagiens nécessitant la prise d'IPP. Il m'est déjà arrivé de tomber sur des élèves en coaching ayant déjà eu affaire à ces fameux IPP avec des doses beaucoup trop élevées entraînant divers soucis de santé. Face à ce constat, je leur ai donc demandé de faire le point avec leur médecin pour baisser les doses. Comme par hasard, les médecins étaient souvent d'accord pour baisser les doses administrées de base et avaient toujours la même remarque du style « votre coach sportif en sait beaucoup ». Je ne prétends pas avoir la science infuse, mais parfois je me demande comment on peut laisser passer ce genre de choses. Enfin bref, une fois que les aliments sont arrivés dans l'estomac, celui-ci va mélanger les particules alimentaires au suc digestif. Chaque suc a un rôle particulier. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je pourrais en parler pendant des heures. Une fois que les aliments sont sortis de l'estomac, ils prennent le nom de chyme. Le chyme va alors passer dans le duodénum avant d'arriver dans l'intestin. Durant cette phase, le pancréas va exercer diverses actions. Une fois que tout est passé dans l'intestin grêle, c'est le côlon qui va terminer le travail grâce à la présence de beaucoup de bactéries. Effectivement, ce dernier abrite une flore bactérienne qui comporte plus de 1000 milliards de bactéries et qui nous protège des dangers extérieurs. De ce fait, un déséquilibre des bactéries de notre flore intestinale peut être impliqué dans beaucoup de maladies comme le surpoids, la maladie de Crohn, l'eczéma, le diabète, le syndrome du côlon irritable, la spondylarthrite ankylosante, la thyroïde d'Hashimoto ou encore la maladie coéliaque. La paroi de l'intestin grêle permet le passage de macromolécules nécessaires à sa survie, mais il bloque l'entrée des molécules indésirables et étrangères. Le passage des aliments dans le sang se fait au niveau des membranes des cellules de cette paroi, qu'on appelle les entérocytes. Entre chaque entérocyte, il y a un passage qu'on appelle la jonction serrée, qui permet la perméabilité de l'intestin. Cette perméabilité est altérée à cause des macromolécules comme la gliadine qu'on retrouve dans le blé et franchissent les jonctions serrées pour se retrouver dans le sang. Et c'est donc là le problème. Effectivement, quand une macromolécule est détectée comme étant une molécule étrangère par notre système immunitaire, des anticorps sont produits par les lymphocytes B et T pour les marquer et les détruire, déclenchant alors une cascade de réactions inflammatoires dans le cas d'une allergie. Il s'agit d'une macromolécule ressemblant à des protéines que l'on a déjà dans l'organisme. Le système immunitaire peut alors se tromper et déclencher des réactions de défense. Il va donc se retourner contre nos propres tissus et les attaquer, d'où le développement de certaines maladies auto-immunes. Dès lors, la perméabilité intestinale est régulée par une protéine qu'on appelle la zonuline. Elle est fabriquée par la muqueuse intestinale et est généralement la cible des toxines produites par des bactéries pathogènes. Cette dernière régule le passage des molécules extérieures et des globules blancs de l'intestin vers le sang et celui des bactéries, montrant alors que la perméabilité de l'intestin grêle est sous l'influence de la zonuline. Le peu d'études qui sont sorties sur ce sujet concluent que l'aliment qui provoque la plus forte production de zonuline est le blé moderne. D'autres aliments peuvent augmenter la perméabilité intestinale, mais ça reste propre à chacun. Pour en savoir plus, des places de coaching sont disponibles. La maladie coéliaque est aussi appelée intolérance au gluten. Il s'agit du système immunitaire qui s'en prend à l'intestin grêle à cause de la digestion de certaines protéines qu'on retrouve dans de nombreuses céréales comme le blé, l'épeautre, le seigle, l'orge et même l'avoine. Cette maladie suscite énormément de recherches et n'est pas totalement comprise à l'heure actuelle. Les dernières recherches sur le sujet expliquent que lors de la digestion, nos enzymes découpent les protéines en morceaux de petite taille,
Mais avec le gluten, cette découpe est incomplète et des fragments se retrouvent au niveau de l'intestin grêle, entraînant une augmentation de la perméabilité de ce dernier. Ces fameux fragments passent par les jonctions serrées et rencontrent une protéine appelée la transglutaminase tissulaire 2, modifiant alors leur structure. Ces nouvelles protéines vont déclencher une réaction immunitaire avec une production d'anticorps IgA par les malades coéliaques contre la gliadine du gluten et contre la transglutaminase tissulaire 2. Cette cascade de réactions provoque une réponse inflammatoire entraînant une destruction des villosités intestinales chargées de l'assimilation des aliments. Avec l'arrêt du gluten, les anticorps disparaissent progressivement et après quelques mois d'arrêt, l'intestin cicatrise et le malade est en rémission. La maladie de Crohn peut toucher l'ensemble du système digestif de la bouche au rectum. Les symptômes détectés sont des diarrhées, des douleurs abdominales, voire des pertes de sang, et ce au quotidien. Des recherches ont prouvé qu'il existait un lien entre la maladie de Crohn et la maladie coéliaque au niveau de 4 emplacements chromosomiques. En complément, la flore bactérienne intestinale peut fortement influencer le développement de la maladie de Crohn. Pour ces personnes, il est aussi intéressant de supprimer tout ce qui est friture et de se tourner vers des fruits et légumes issus de l'agriculture biologique car ils sont un peu moins exposés aux pesticides. Le côlon irritable se traduit par des maux de ventre, de la constipation et des ballonnements. Les médecins ajoutent souvent à ce diagnostic le stress et l'anxiété. Or, quand on réfléchit, toutes les maladies peuvent être aggravées et causées par le stress. En fait, il s'agit plutôt d'un facteur environnemental. A noter qu'il existe un lien entre l'intestin et le système nerveux avec les neurotransmetteurs qui sont produits au niveau intestinal. De ce fait, un intestin en mauvais état augmente la vulnérabilité au stress et c'est ce stress qui fragilise l'intestin et augmente sa perméabilité. Ainsi, le côlon irritable fait aussi partie des symptômes fréquemment rencontrés chez les personnes sensibles au gluten. C'est en 2011 qu'une étude a été réalisée pour tester le régime sans gluten sur des personnes atteintes du côlon irritable. Sans grande surprise, une amélioration importante des symptômes s'est perçue. Sans parler de l'hypersensibilité aux produits laitiers, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la manquer. La toxicité du blé est impliquée dans de nombreuses maladies qui touchent les articulations. Je pense notamment à la spondylarthrite ankylosante ou encore l'arthrose. La spondylarthrite ankylosante est une maladie chronique, incurable, qui se manifeste par des douleurs articulaires, principalement au niveau de la colonne vertébrale et du bassin. De plus, il a été montré que plus de 50% des personnes victimes de spondylarthrite ankylosante présentent des lésions microscopiques au niveau intestinal, exactement comme celles retrouvées dans la maladie de Crohn. Il y a énormément de malades qui ont noté une amélioration totale de leur SPA avec la mise en place d'un régime sans gluten ni laitage. L'arthrose est une maladie articulaire qui se traduit par des douleurs et des raideurs importantes. Elle touche généralement les personnes qui prennent de l'âge. Si on réfléchit, il ne s'agit pas d'une usure des articulations car bon nombre de sportifs s'entraînent régulièrement et ne le développent pas pour autant. Tout simplement parce qu'avec l'âge, notre organisme accumule des substances provenant de l'alimentation qu'on appelle les AGE, produits avancés de la glycation, bloquant le fonctionnement normal de l'organisme. Ces derniers proviennent de la glycation, qui est une réaction naturelle entre une protéine et un sucre. Les produits céréaliers en sont notamment une cause majeure, et notamment le blé. Le pire, c'est que beaucoup de formations en diététique conseillent dès matin de consommer le fameux pain beurre confiture jus d'orange. Si tu te reconnais, je te conseille de changer ta méthode afin de préserver ta santé sur le long terme. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à la revisionner si besoin. J'ai abordé pas mal de points importants et tu t'es peut-être senti concerné. J'espère en tout cas t'avoir aidé et si tu souhaites en apprendre davantage sur toi, clique sur le premier lien dans la description. Sur ce, affaire à suivre.